Bonjour Facebook. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Si vous m'entendez, faites-moi signe. Faites-moi signe si vous m'entendez bien en fait. Bonjour Kosiwa Sephora. Bonjour Sephora. Bonjour Sephora. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Je vais bien, un peu fatiguée, mais ça va. Ça va. On va attendre un peu que quelques d'autres personnes arrivent et puis on va démarrer. Pendant ce temps, partagez la vidéo pour prévenir les autres. Comment allez-vous, les amis? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Dites-moi comment vous allez. Personne ne me parle. Je crois que j'ai partagé la vidéo. Moi-même, j'ai partagé la vidéo, donc c'est bon. Aidez-moi aussi à la partager aussi. Et puis, on va démarrer. On va démarrer. Ok. C'est bon, je l'ai partagé. Yes, c'est bon alors. Merci beaucoup. Bah, au moins, toi, tu me réponds. Parce que je vois du monde en ligne, mais personne ne me répond, en fait. Bonjour. Changer de profil. Je vais m'assurer au fait que la vidéo a été bien partagée et puis on va démarrer. Ok, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, permettez-moi. Hein. Bonjour Maggie. Hey Maggie, bonjour Evelyne, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Maggie, ça fait longtemps. Ces derniers temps, je cours beaucoup. Bonjour. Bonjour Dada, comment ça va? Je cours beaucoup, je suis fatiguée. Si quand vous priez, pensez à moi. Pensez à moi, priez pour moi, même si c'est juste un seul mot. Vraiment, le plus beau cadeau que vous pouvez me faire ces derniers temps, c'est vraiment de beaucoup prier pour moi. C'est tout ce que je vous demande. Donc, voilà. On va commencer par quoi? On va commencer par le 8 mars. Hier, le 8 mars. Comment s'est passée la journée? Le 8 mars, bon, hier, sur la page publique, j'ai pas poussé de coup de gueule sur mon profil. Ceux qui sont sur mon profil m'ont vu. En fait, ça me fatigue. Les histoires de panne là, moi, ça me fatigue. Les gens, on a trop de problèmes. Surtout nous, les femmes, on a trop de problèmes. Je ne sais pas pourquoi, en fait, ma génération de femmes, en fait, aime beaucoup vivre dans le paraître comme ça. On a des réels problèmes. Les femmes sont en souffrance. Quand on vous écoute, en fait, quand vous nous envoyez des messages, quand vous nous écrivez, on voit les souffrances que vous avez dans vos vies. On se dit, au fait, qu'il y a matière à faire quelque chose. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on parle des choses sérieuses. Et là, on dit Journée internationale de la femme. On me parle de pagne. Donc, où est le rapport avec tes droits et le pagne, en fait? J'essaie de comprendre. Je ne comprends pas. Je dis, mais on a, surtout nous, les femmes afro, là, je parle vraiment, en fait, à ma... Bonjour, Adrien. Bonjour. Comment ça va? Bonjour à Pointe-Noire. Pointe-Noire, Brazzaville, c'est Pointe-Noire. Bonjour depuis Pointe-Noire. Nous, les femmes, on a trop de problèmes. On vous écoute, on voit vos défis que vous rencontrez. On a des femmes qui sont dans les couples dysfonctionnels, toxiques. On a des femmes qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes. On a des femmes battues. On a des femmes suicides. Les femmes, elles ont tellement des problèmes.
Et on dit la journée où on est censé parler de tes droits, de tes acquis, tu me parles de pagne. En fait, on parle de quoi, en fait? Donc, en fait, toi-même, tu n'aimes pas ta vie. Tu n'aimes pas ta vie, en fait. Tu me parles de pagne. Donc, le pagne, là, tu vas porter ça pendant 24 heures. Après, tu vas le prendre, tu vas le mettre quelque part, en fait, dans ton placard. Rendez-vous l'année prochaine. Mais pendant ce temps, pendant les 364 jours qui restent, en fait, ta vie est dans quel état, en fait? On parle de ta vie. Est-ce qu'on parle de ta vie, en fait? Ou on va continuer, en fait, dans ce truc où il faut paraître, il faut paraître, il faut paraître, il faut faire... Mais après, en fait, vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance quand on vous le dit, vous n'aimez pas, vous ne réagissez pas, vous ne bougez pas. Vous le savez que vous êtes en souffrance. Et quand on est en train de vous parler des choses qui sont censées changer en fait vos vies dans la durée, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas, vous ne réagissez pas, vous ne faites rien. Vous savez, il y a une catégorie de personnes, de femmes voilà, qui se lèvent ces derniers temps, elles ne sont pas dans les artifices. Elles ne sont pas dans les artifices. Pourquoi? Elles n'ont pas été appelées au fait à vous donner entre guillemets ce que vous voulez. Elles sont amenées, parce qu'elles-mêmes, elles sont sorties de l'enfer. Elles sont sorties d'un certain nombre de chaînes. Donc, elles connaissent les défis qui sont sur le terrain. Elles viendront vous parler. Mais est-ce que ces personnes-là, vous les regardez? Vous les regardez? Je vois des femmes qui se lèvent, de plus en plus de femmes qui parlent des choses pertinentes. Et quand je vois les réactions, je me dis, non mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais dans le même sens, on a toujours ces mêmes femmes qui viennent nous dire, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ça ne va pas, mais il va falloir qu'on s'asseye, qu'on règle les choses. Et vous pensez qu'on va régler les choses comment? Il n'y a pas de recette miracle en fait. Il va falloir qu'on parle des choses qui fâchent. Il va falloir qu'on parle des choses qui fâchent, les choses que vous n'aimez pas. Mais c'est de ça dont on est censé parler en fait pour que la situation change. Vous n'allez pas nous aimer, vous n'allez pas partager nos travaux, vous n'allez pas faire, mais on est là. Tant que Dieu nous donnera la force et tant qu'en fait on est là parce que c'est Dieu qui nous a mandaté, missionné, on va rester là, on va parler. Même si on a l'impression par moment de parler dans le vide, on va rester là. On ne bougera pas en fait. Parce que nous autres, le mandat c'est ça, on ne peut pas faire autrement. Nous ne sommes pas là en fait pour vous dire seulement des choses que vous aimez entendre, non. On est là pour que les vies changent. Et pour que les vies changent, nous sommes amenés à toucher des sujets au fait qui fâchent. C'est fini pour le 8 mars. Revenons maintenant sur la formation Choisis la vie. Depuis hier, les inscriptions sont ouvertes à la formation Choisis la vie. Choisis la vie, c'est pendant 2 mois où je suis avec toi pour t'apprendre à guérir concrètement de tes blessures intérieures. Je sais qu'on te parle beaucoup de blessures intérieures ces derniers temps. Pour d'autres personnes, c'est un phénomène de mode, quoi que ce soit. Je peux te dire qu'il y a des vies qui sont détruites dans cette histoire. Donc, si tu n'es pas au courant, je te dis. Depuis hier, on a lancé au fait les inscriptions à la prochaine vague au fait de la formation Choisis la vie. Pendant 2 mois, je suis avec toi pour t'apprendre à guérir concrètement. Te montrer A plus B comment tu fais au fait pour pouvoir sortir au fait des blessures intérieures. Les femmes traînent des blessures intérieures. Elles traînent les complexes d'infériorité. Elles n'ont aucune estime d'elles-mêmes. Les émotions, n'en parlons pas, c'est le chaotique. L'identité, n'en parlons pas. Elles traînent les rejets, les abandons. Et ce qui fait que non, elles rentrent dans des relations chaotiques. Elles se retrouvent dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que dès la base, au fait, il y a des failles qui sont à l'intérieur d'elles qu'elles ne veulent pas prendre le temps de traiter. Et ça la rattrape d'une manière ou d'une autre, ça vous rattrape en fait. Souvent, je vous vois vous poser des questions par rapport aux relations. Pourquoi ma relation ne marche pas? Et pourquoi ceci, pourquoi cela? Au fait, il faut qu'on revienne à toi en tant que personne, en fait. Ta vie commence par toi. Si tu as des mauvaises choses en toi, tu vas attirer des mauvaises choses. C'est pour ça qu'on te dit, viens te soigner, ça ne t'intéresse pas. Toi, c'est comment tu vas faire pour que ta relation fonctionne. C'est tout ce qui t'intéresse, au fait. Ah, ceci, oh, les astuces, les machins, les machins. Ces derniers temps, moi, je suis sur TikTok. Pour ceux qui le savent, je suis sur TikTok. Des astuces, des astuces. Oh non, la dernière fois, même, ça m'a choqué. J'ai vu, au fait, des femmes qui vendent des cadenas avec des fils. Et comme quoi, il faut acheter le cadenas, il faut parler sur le cadenas. Comme ça, cet homme qui t'aime, il ne va plus bouger, il ne pensera qu'à toi, il ne va rester que là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec les femmes de ma génération? Au lieu de travailler sur vous, d'avoir confiance en vous, vous faites confiance à un cadenas pour faire garder un homme à côté de vous. Et vous pensez que le cadenas là, dans le temps là, qu'est-ce que ce cadenas va ramener dans vos vies? Vous ne savez pas que quand vous partez toucher à ce genre de choses, vous ouvrez des portes sur vos vies. Après, vos vies vont de dégringoler. Maman Adrana, je t'ai dit,
Elle vendait les cadenas avec les fils rouges, machin et tout. Donc, j'ai vu le tout, j'étais outrée. Et puis, elle donnait le processus et les astuces. Il faut acheter le cadenas, il faut prononcer le nom du monsieur, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis, le cadenas, il faut aller le jeter dans la mer. Il faut aller jeter le cadenas dans la mer pour que l'homme puisse rester avec elle. J'ai dit, mais pour qu'une femme arrive à ce genre d'extrémité, c'est parce qu'elle n'a aucune confiance en elle, en fait. Vous ne savez pas que ce sont les failles que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous pousse à aller rentrer dans ce genre de bêtises, en fait. Excusez-moi de l'expression. C'est des bêtises. Parce que comment toi, tu peux faire confiance à un cadenas qui va faire qu'un homme va rester avec toi. Donc, toi-même, en fait, c'est-à-dire que tu n'as rien à donner à cet homme. C'est le cadenas qui va faire qu'il va rester là. Mais le jour où le cadenas là va s'ouvrir, donc l'amour aussi s'arrête. Où tu vas passer ta vie dans les fétiches par-ci, par-là. Après, vous ouvrez des portes dans vos vies. Les choses compliquées vous arrivent à vos descendants. Vous ne comprenez pas. Vous ne voulez pas travailler sur vous. Vous voulez que les choses marchent. Et vous êtes prêts, au fait, à mettre vos vies, à mettre la vie de vos descendants en jeu. Pourquoi? Pour un confort éphémère. Alors qu'on vous dit, travaillez sur vous. Investissez des bonnes choses à l'intérieur de vous pour la durée. Ça ne vous intéresse pas. La formation, elle est là. Pour celles qui veulent vraiment... Il y a toujours un retour. Les femmes, là, en fait, je ne sais même pas qui leur dit. Il faut mettre les choses ici. La dernière fois, c'était, il faut casser l'œuf. Il faut réciter tel psaume. Il faut faire... en fait, il y a des trucs sur TikTok. Tu vois les femmes. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui ne va pas avec ces femmes, en fait? Comment on peut vous vendre, en fait, quand vous avez besoin qu'on vous impressionne, le problème de ma génération, c'est ça. Oh, Saint-Esprit. Je n'étais même pas venu parler de ça. Tant que vous allez vouloir que non, on vous impressionne avant que vous écoutez une personne, quand les gens sont simples, elles sont en tas là-bas, maman Adrena. Quand les gens sont simples et vous parlent des choses sérieuses sur vous, vous ne les aimez pas. Quand on va venir avec des choses compliquées, les choses mystiques, les choses bizarres, on vous impressionne par le bling-bling. Là, vous courez. Vous mettez vos vies en jeu. Vous mettez vos vies en jeu. C'est culturel. Mais à quel point? Il y a des retours de ces choses, en fait, Evelyne. Il y a des retours sur ces choses. Parce qu'il ne faut pas oublier que non, on est dans un monde physique. Mais les réalités spirituelles existent. Tu vas prendre le cadenas, tu vas prononcer le nom d'un enfant. Donc, une maman qui a mis son enfant de 9 mois au monde, toi, tu crois au fait que c'est ta chose. C'est ta chose, donc tu vas aller réciter de son nom, faire des trucs, prends le cadenas, les jeter dans la mer pour qu'il t'appartienne. Ce n'est pas un objet, en fait. C'est démoniaque ce que vous faites. C'est de la manipulation. Imaginez qu'on fasse ça pour vous. Ça va vous plaire? Est-ce que ça va vous plaire? Vous imaginez que vous mettez un garçon au monde et qu'il y a une fille quelque part qui se lève pour aller, en guillemets, attacher ce garçon. Votre enfant garçon, ça va vous plaire? C'est ce que vous faites aux gens, au fait. C'est ce que vous faites aux garçons, les enfants dehors ici. Après, quand on va parler, oh non, les femmes, par moment, nous-mêmes, on est mauvaises. On est mauvaises. Et le jour où cet homme va se réveiller, tu penses qu'est-ce qui va arriver? Le jour où cet homme va se réveiller, au fait, de son sommet, tu penses qu'il va arriver quoi? Tu crois qu'il va rester là? Il va t'abandonner, et toi, et les enfants, et tout ce que vous avez construit. Parce qu'il n'a pas été là, en fait, par conviction. Tu l'as forcé, tu l'as manipulé. Les femmes, vous manipulez, vous manipulez. Au fait, au lieu d'investir en vous, vous court-circuitez les choses, vous rentrez dans des choses pas possibles. Vous faites manger à ces hommes de tout et n'importe quoi, en fait. Vous savez, faites ce que vous avez à faire. Hein. N'oubliez pas que non. Il y a un Dieu quelque part, au fait, qui vous regarde. Suivez les astuces. Suivez tout ce que vous avez à faire. Faites tout ce que vous voulez faire. Mais c'est vie que vous détruisez, en fait. Vous allez rendre des comptes pour cela. Parce que ce que vous faites là, c'est détruire la vie d'une personne. Mettre l'enfant de quelqu'un dans un cadenas, aller jeter à la main au nom de quoi, en fait? C'est toi qui l'as mis au monde? Est-ce que c'est un objet? Il t'appartient? Il ne t'appartient pas, en fait. Un homme reste avec toi pour toi. Un homme ne reste pas, une personne ne doit pas rester avec toi par force, en fait. Quand tu commences à forcer une personne à rester avec toi, il y a quelque chose qui ne va pas, chérie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il va falloir que tu travailles sur toi. On vous dit de travailler sur vous, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez des astuces, des trucs, on vient avec des astuces. Oh, tu fais ça, c'est fini. On te dit, assieds-toi. Tu as vécu des choses qui t'ont déformé, qui t'ont rendu amer, qui t'ont rendu aigri, qui t'ont rendu comme tu as. Prends le temps de te nettoyer de l'intérieur. Nettoie-toi de l'intérieur. Retrouve au fait la personne que tu es. Lève-toi, affirme-toi pour ta vie. Ça ne t'intéresse pas.
Ça ne t'intéresse pas. Si je venais ici avec les astuces, les machines, vous serez déjà nombreuses. Nombreuses. Ça allait se partager, partager, partager. Mais vu que je viens te dire que non, il faut que tu travailles sur toi, là, non. Non. C'est pas intéressant en fait. Ah, Noélie avec ses histoires, là, elle complique les gens avec ses histoires là. Ah non, Noélie, c'est trop difficile, c'est trop compliqué ton truc là. Moi, je veux pas. Moi, je veux quelque chose de rapide. Le rapide, tu vas voir ce que le rapide au fait va te ramener dans ta vie. C'est comme ça que vous faites les choses. Vous allez rester là 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va aller. 4e année, bam, vous repartez à la case départ. Vous ne comprenez pas? C'est parce que vous recherchez tout le temps la facilité en fait. Les choses qui durent dans vos vies, les choses saines de vos vies qui durent, ça se bâtit au fait sur du solide. Mais vous, vous bâtissez, mais c'est quoi votre fondation? Je ne suis pas préoccupée par le fait que tu sois en relation, en mariage ou pas. Non, ce n'est pas ma priorité. Parce qu'on peut dire que la plupart des femmes, à moins que celles qui sont réservées, mises à part, c'est tout. Mais sinon, la plupart des femmes, au fait, sont faites pour aller en mariage. Mais à quel prix, au fait? C'est sur quoi tu bâtis? Qu'est-ce qui fait que ça, là, ça va durer dans le temps? C'est ça le problème. Vous commencez les choses de façon bizarre. Vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez les choses. Après, quand ça ne va pas aller, oh, moi, je ne comprends pas. Oh, 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 oh. Alors que vous ne dites pas, au fait, les choses. Vous ne dites pas les choses que vous avez fait en coulisses, en fait. Les femmes, il faut qu'on change. Hein. Ah, il faut qu'on change, en fait. Il faut qu'on change. Pourquoi? Parce qu'on est femme à notre tour. Et nous sommes en train de devenir maman. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos filles? Ta fille, elle va grandir. C'est comme ça que tu vas apprendre à ta fille que non, pour avoir un homme toutou à la maison, il faut le mettre dans un cadenas, il faut les jeter à la main. C'est ce que tu vas transmettre à tes enfants. C'est ce que tu vas transmettre à ton garçon que tu as. Qu'un homme, il faut l'attacher pour qu'il reste là. C'est ce que tu vas lui transmettre. Ton garçon, ton fils va apprendre que non, moi, je suis un objet. On peut m'attacher partout où les gens veulent, au fait. C'est ça, au fait. Est-ce que c'est ce que nous voulons transmettre à la future génération? C'est le genre de questions que moi, je me pose. Si vous ne vous posez pas ce genre de questions, moi, c'est le genre de questions que je me pose, au fait. Qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants? Moi, j'ai 2 filles et un garçon. Je vais leur transmettre quoi après, au fait? Parce que ces enfants me regardent. Ils me regardent au quotidien. Ils regardent les choses que je fais. Vous savez, souvent, on veut que nos enfants fassent ce qu'on dit. Les enfants, ils ne font pas ce qu'on dit. Ils font ce qu'ils nous regardent faire. Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi, au fait? Qu'est-ce que tu fais, maman? Les femmes de ma génération, il y a des moments, je pleure, au fait. Je pleure. Parce que quand j'entends les histoires et quand je regarde ce que les femmes font, je me pose la question, qu'est-ce qu'elles veulent finalement, en fait? Qu'est-ce qu'elles veulent? Maintenant, je rentre dans mon sujet d'aujourd'hui. Je parle, au fait, du sujet pour lequel je suis sortie aujourd'hui. C'était la parenthèse. Aujourd'hui, je suis venue parler, au fait, de comment faire face à la perte d'un être cher. Pour ceux qui me suivent depuis un moment sur la page, il y a 2 ans, je vous avais parlé, au fait, de la perte de ma mère. J'ai perdu ma mère il y a 2 ans. Et malgré que vous me voyez sur la page, voilà, je fonctionnais, je faisais tout. Ça a été une période très difficile pour moi, très, très difficile. Émotionnellement, c'était très, 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 très compliqué. Pour un certain nombre de raisons, au fait, et alors que je cherchais, au fait, à sortir de là, parce que oui, c'est ça, en fait, c'est ça le souci. On est tous amenés, au fait, à rencontrer, au fait, la perte d'un être cher un jour. Mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne nous prépare pas, au fait, on nous dirait... Je me rappelle de quand j'avais perdu ma mère, en fait, je me suis dit, mais il faut que je trouve un enseignement, il faut que je trouve quelque chose qui va m'aider, au fait, à affronter la situation. Mais je n'en trouvais pas, je ne trouvais pas, au fait. Il a fallu que j'aille fouiller, que j'aille acheter des livres. Les vidéos que j'ai trouvées, c'était les vidéos que j'ai trouvées, comme on dit souvent, entre guillemets, vraiment, chez les Whitey. C'est chez les Whitey, au fait, que j'ai trouvé des vidéos qui répondaient, au fait, à ma souffrance. Mais dans ma communauté, ce genre de situation, au fait, ce genre de mots, au fait, sont hauts. Ce genre de sujets sont hauts, au fait. Moi, j'aimerais, au fait, qu'on me fasse un jour un séminaire où on me parle de comment surmonter un deuil, au fait. Quand on parle de deuil, ça peut être la perte d'un parent, ça peut être la perte d'un enfant. Il y a des parents qui perdent leurs enfants. Comment on se relève de ça, au fait? On se relève de ça comment? La dernière fois, j'étais venue, j'avais parlé au fait de comment faire le deuil d'une relation amoureuse. Mais là, aujourd'hui, je ne suis pas dans le cadre de la relation amoureuse. Je suis en train de parler au fait de la perte. En fait, la personne est morte. Un parent, une personne à qui vous êtes vraiment attaché, en fait.
Par moment, même c'est un animal de compagnie. Pour d'autres personnes, il y a des gens qui sont attachés à leur animal de compagnie. Il y a des moments, c'est l'enfant qui meurt, c'est le parent qui meurt. Comment on fait? On fait face à ça comment on fait? Parce que la nouvelle vous tombe dessus et tout s'enchaîne. On fait comment pour avancer, pour se relever comment? Parce que j'ai rencontré, je me rappelle le jour où j'avais parlé de ça publiquement. Les gens me disent, mais Noélie, ça fait plus de 7 ans, ça fait plus de 10 ans, je n'arrive pas à passer le cap. Je n'arrive pas. Comment tu as fait, Noélie? Comment seulement au bout de 2 ans, tu as réussi en fait? J'ai dit, mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que dès le départ, je suis partie rechercher les bonnes informations. C'est l'une des choses que je fais. À chaque fois, je vous le dis sur cette page. Quand vous êtes devant une situation, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller, excusez-moi, c'est d'aller chercher au fait la connaissance nécessaire à cela. Quand j'ai perdu ma mère, on m'avait appelé, c'était la nuit. Il était, je crois, 23 heures. Vous imaginez? Je venais de prier, j'allais m'allonger. Ah, voilà Evelyne. J'allais m'allonger et mon téléphone a vibré. Quand j'ai vu le message, je me suis allongée par terre. C'était le choc. Je me suis dit non, ça ne peut pas m'arriver parce que c'était arrivé en février. En novembre, juste en novembre avant, j'étais avec elle. J'étais avec elle. Elle était bien portante. On a parlé. Voilà, il fallait mettre de l'ordre dans un certain nombre de choses. Parce que ma maman et moi, on a eu une relation assez particulière pendant des années, en fait. Je vous l'ai toujours dit, ceux qui me suivent sur la page, vous le savez, j'ai une relation assez particulière avec ma mère pendant des années. Et là, pour une fois, en fait, on a réussi à s'asseoir, à parler à cœur ouvert, à vraiment faire table rase. On se disait, on repart. On repart. C'était au mois de novembre. En février, on m'envoie un message pour me dire qu'elle est morte. Je me dis, non, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Et on gère ça comment, en fait? Perdre une mère, perdre un père, perdre un enfant. On gère ça comment? Et je me suis retrouvée devant la situation. En plus, en fait, elle est morte la nuit. Le lendemain, je suis sa fille aînée. Le lendemain, on m'a appelé, on m'a dit, on l'enterre dans 7 jours. Vous imaginez? En fait, j'ai juste eu la nouvelle. Mon cerveau n'arrivait pas déjà à l'enregistrer. Mon cerveau ne voulait pas parce que le choc était trop. Et on me dit, on l'enterre dans 7 jours. Ah! Je suis son aînée, je suis sa fille aînée. On est qu'à 2 pour maman, on est 2 filles pour maman. Et je suis l'aînée. Vous-même, vous savez, souvent en Afrique, quand c'est l'aîné, c'est toi qui es devant tout, en fait. Alors, je n'avais pas le temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les informations, mes émotions, j'ai tout pris, j'ai mis quelque part. Parce qu'il fallait que je reste debout. J'avais des choses à régler. Il fallait préparer le deuil. Il fallait préparer ceci. Il fallait. Je n'avais pas le temps de penser à moi, au fait, à ce que je ressentais. J'ai mis tout ça de côté et on est rentré dans les préparatifs, au fait, des funérailles. Il fallait faire ça, faire ça. Et la deuxième fois où j'ai eu le choc, c'est au moment où... Et puis c'était un... Covid venait de commencer. On a fermé les frontières. Je ne pouvais même pas descendre. Alors, on m'envoyait les cercueils, machin et tout. Il fallait que je choisisse. J'ai dit, mais comment vous voulez que je choisisse le cercueil de ma mère, en fait? Mais j'avais pas le choix. J'ai dû le faire. On a enchaîné les trucs le jour de l'enterrement. Ils sont partis, on l'a enterré, on m'a envoyé les vidéos, on m'a envoyé les photos. Et j'étais maintenant devant un choix. J'avais le choix de rester dans le déni. Evelyne, si tu es là, écoute-moi très bien. J'avais le choix à ce moment précis où j'avais reçu en fait les photos du corps inerte. J'avais le choix. Soit je me dis, je refuse de regarder ces photos et je reste dans le déni. Ou je me dis, il va falloir affronter la vérité. En tant que professionnel, parce que moi maintenant, j'ai 2 casquettes. J'ai la casquette de l'enfant qui est en souffrance, qui a perdu sa mère, et j'ai la casquette de la professionnelle, au fait. Je savais pertinemment que si je refusais d'affronter ce corps, le deuil sera difficile pour moi. Je le savais de par mon travail. Alors, dire aux gens de faire les choses, c'est bien. Mais quand toi-même tu te retrouves devant la situation, il faut que tu t'appliques ce que tu dis aux gens. À chaque fois, je vous dis, il faut affronter les situations, il faut regarder les choses. Je vous dis ça tout le temps. Et j'étais devant maintenant le fait accompli. Je devais regarder ce corps.
je vous assure, c'était compliqué pour moi. Je devais regarder cette vidéo, je devais regarder ces photos et me dire que non, en fait, elle est partie. Elle est partie. Ah! Je suis restée devant cette photo au moins pendant, je crois, au moins pendant 1 heure, 2 heures. Mes larmes coulaient. Je la voyais, elle ne bougeait plus, il n'y avait plus rien. Elle était sereine. Mais moi, j'étais effondrée, en fait. Parce que je me disais, on venait de faire la paix. Elle n'a même pas eu le temps de voir mes enfants. J'ai dit, mais... Donc, à partir de là, en fait, il y a un tourbillon de choses qui ont commencé à l'intérieur de moi. Et il fallait que je passe par 7 étapes. 7 étapes dont je vais parler aujourd'hui qui pourra vous aider, au fait. La première étape, c'est le choc quand on annonce la nouvelle. C'est le choc. Quand on t'annonce la nouvelle, on te dit la personne est partie, c'est le choc. Tu te dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Elle peut pas partir. Ah oui. Et vu ce jour-là, en fait, je n'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à respirer, au fait. À un moment donné, j'ai dû écrire, au fait, à une de mes amies qui est psychologue. Parce que d'un coup, je commençais à avoir des douleurs dans le corps. On m'avait pas tapé, on m'avait rien fait. Mais j'avais des fortes douleurs dans le corps, en fait. Alors, j'ai écrit, au fait, à mon amie, j'ai dit, regarde comment je me sens. Elle me dit, Noélie, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je viens d'apprendre le décès de ma mère. Et c'est là, elle m'a dit que c'est normal. Tu viens de subir un choc. Et vu que tu ne parles pas, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à parler. Donc, je me suis murée dans mon silence. Elle me dit, vu que tu ne parles pas, tes émotions sont en train de réagir. En fait, ils font réagir ton corps. Il faut que tu parles, Noélie. Tu dois parler. S'il faut pleurer, tu dois pleurer. S'il faut crier, il faut crier. Il faut faire quelque chose. Et vous savez quoi? Entre-temps, j'ai appelé un certain nombre de personnes autour de moi pour les annoncer la nouvelle. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ah, tu sais, il faut être forte, il ne faut pas pleurer. Dieu a donné, Dieu a repris. Je leur dis, mais comment vous pouvez me dire, en fait, l'état dans lequel je suis tout de suite, de ne pas pleurer, en fait. Je viens de perdre ma mère. En fait, on parle de ma mère, en fait. Et vous me dites de ne pas pleurer, vous me dites de ne pas être triste, vous me demandez de rendre grâce à Dieu, vous me demandez... En fait, ce que vous me demandez, c'est surhumain pour moi, en tout cas, à l'instant T, je ne peux pas, en fait. Je suis en souffrance. Alors, ces personnes, je les ai juste écoutées, j'ai raccroché. Ce qui a fait que pendant au moins quelques semaines, mon téléphone sonnait, je ne décrochais plus. Parce que je connaissais déjà, au fait, le discours et ça allait m'énerver. Alors, pendant tout ce temps, je me suis coupée de mon téléphone. Les seuls coups de fil que je recevais, c'était les gens qui m'appelaient du pays pour préparer les funérailles. En fait. Donc, j'ai eu le choc. Le choc, c'était... Après le choc, c'est le déni. En fait, quand tu as le choc, tu te dis non, c'est pas possible. Peut-être elle dort, elle va se réveiller. Ou peut-être on te fait un canular, elle va se réveiller, il y aura quelque chose. Et puis, vu qu'elle avait fait quelques crises avant, tu te dis non, bon, ça va aller mieux, elle va revenir. Non, c'est pas possible, elle va partir, non. Mais je viens à peine de la voir. Il y a plein de choses. Donc, en fait, vous êtes dans le déni. Et beaucoup s'arrêtent, au fait, à ce niveau-là, le déni, au fait, parce que c'est trop douloureux. Ah non, elle n'est pas partie. Et surtout, quand la personne est loin, tu te dis non. Non, je vais repartir, je vais la retrouver. Je vais repartir, je vais la retrouver. Et le temps passe. Après le déni, qu'est-ce qui arrive au fait? La douleur est là. Maintenant, il y a la culpabilité. La culpabilité, c'est dans le sens où je me suis dit, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait? C'est vrai qu'elle était malade, elle était en soins, mais est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai pas omis quelque chose? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Après, je commençais, Seigneur, dites que Dieu m'a parlé, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme il faut? C'est comme si je remettais la faute sur moi, en fait. Je me dis, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. En fait, j'ai raté quelque chose qui a provoqué son départ. C'était la culpabilité, en fait, qui est venue. Après le choc, le déni, la culpabilité arrive. Et tout ça, tu es toujours en souffrance. Et les gens ne te comprennent pas, en fait. Après la culpabilité, qu'est-ce qui arrive? Le sentiment d'injustice. Pourquoi on me l'a prise? C'est une des choses que j'avais parlé, en fait, à l'un de mes responsables spirituels. J'ai dit, mais pourquoi on me prend ma mère, en fait? Pourquoi on me la prend? Pendant des années, elle n'a pas été avec moi. Maintenant qu'elle commence à être avec moi, on me la prend. Pourquoi? J'avais ce sentiment d'injustice et c'était accompagné de la colère. J'étais en colère. J'étais en colère contre
la vie, j'étais en colère contre Dieu, j'étais en colère en fait. Je me dis, c'est injuste ce qui m'arrive. J'ai à peine 35 ans, elle n'a pas vu ma mère, elle n'a pas vu mes enfants, on n'a rien fait ensemble, et c'est pas juste. Voilà, ce sentiment d'injustice qui est là, en fait, qui pointe le bout de son nez. Donc, vous imaginez, vous êtes, en fait, dans un tourbillon d'émotions. C'est ça le processus de deuil. Regardez tout ça en face. Tout ça en face et avancez avec. Après l'injustice, maintenant, qu'est-ce qui va arriver? On essaie maintenant de minimiser la chose. Ah, Dieu a donné, ah, Dieu a repris, ou on se dit, ah, et puis à un moment donné, moi, je me sais que je suis même, à un moment donné, j'ai commencé à en vouloir, en fait, aux gens de ma famille, aux personnes qui étaient proches de ma mère, c'est parce qu'ils n'ont pas surveillé assez, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ceci, ils ont été négligents. En fait, je me devais de mettre la cause sur quelqu'un. Je me devais, c'était trop douloureux, il fallait que je trouve, en fait, un bouc émissaire, il fallait que je trouve un échappatoire, en fait, pour pouvoir me soulager. Ça fait partie du processus de deuil. Essayez, voilà, de remettre les choses sur une autre personne. En tout cas, voilà, et comment ça s'appelle, déplacer les responsabilités, les mettre sur une autre personne pour essayer d'aller mieux. Mais ça n'aide pas non plus. On est toujours dedans. Dedans, dedans, dedans. Et maintenant, là, arrive la phase de la dépression. Oh mon Dieu. Pendant des mois, je suis restée là. Et c'est là où moi, j'ai plongé dans la nourriture, en fait. Moi, je le reconnais, vous savez, j'ai toujours opté pour la transparente. Mon rempart était la nourriture. En plus, on était en plein Covid, tout était fermé. Je me rappelle, on n'avait même pas le droit, en fait, même de sortir, d'aller marcher. Alors, mon défouloir que j'avais trouvé, c'était de manger. Je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais, je mangeais. Je ne mangeais pas parce que j'avais faim. Non, je mangeais parce que il fallait compenser. Parce que voilà, il y avait un mal-être à l'intérieur de moi. Parce que voilà, et j'ai mangé. J'étais au fond du trou. J'avais l'impression qu'on ne me comprenait pas. J'avais l'impression que voilà, je n'allais jamais réussir à m'en sortir. Les émotions, c'était partout. Je regardais ma vie, je me suis dit, mais mon Dieu, pendant des années, au fait, elle a été le moteur de beaucoup de choses dans ma vie. Mais maintenant, elle n'est plus là. C'est quoi ma motivation? Il y avait plein de choses. J'étais dans le trou et en fait, personne ne pouvait me sortir de là. Ça m'a pris des mois. Je suis restée là, je suis restée là, je suis restée là, je suis restée là. Là, je parle de l'étape de la dépression. Ça, c'était le 5e point, la dépression. Après, maintenant, il y a maintenant la reconstruction. Dans la reconstruction, qu'est-ce qui se passe? On se dit, bon, il va falloir avancer, au fait. Je commence à trouver les moyens. Et l'une des choses, au fait, que moi, j'avais trouvé pour aller mieux, je savais que maintenant, ok, j'avais vu les photos, mais je devais descendre sur place. Je devais aller affronter cette tombe. Je devais descendre sur place. Je devais aller regarder cette tombe, en fait, me dire, elle est là. Noélie, elle est partie. Elle est vraiment partie pour de bon. Alors, j'ai commencé à préparer mon voyage et je vous assure que c'est l'un des voyages les plus difficiles que j'ai eu à préparer. J'étais tellement sous pression, j'avais peur, j'étais paralysée par la peur à l'idée au fait d'affronter cette tombe parce que je me dis, je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas. Je me suis dit peut-être que je vais m'effondrer, je ne sais pas. Mais je savais que je devais le faire parce que je me dis, Noélie, il va falloir que tu sortes de là. Parce que moi-même, je suis maman, je suis une épouse, j'ai beaucoup de choses à faire et je sentais que ça m'aspirait au fait. Ça m'aspirait, il fallait que je sorte de là. Alors, il fallait que je me donne maintenant les moyens. Alors, j'ai préparé ce voyage. Je suis arrivée au pays, j'ai repris la voiture parce qu'on l'a enterré au village. Je suis arrivée jusqu'au village. Déjà, en arrivant au village, ce qui était difficile, c'est que la mère de ma mère est vivante. Donc, c'est-à-dire que ma mamie, elle est vivante. Et sa fille est morte. Et moi, ça fait plus de 15 ans qu'elle ne m'a pas vu, ma grand-mère. Et quand elle m'a vue, elle a hurlé. Parce que je ressemble beaucoup à ma mère. Elle a hurlé. Donc, la douleur, sa propre douleur aussi est revenue. Et nous deux, on a commencé à pleurer. Oh, Evelyne, je ne savais pas. Si, je me rappelle ce jour-là, j'avais ma petite soeur et un grand frère à moi, en fait, qui m'ont accompagnée. C'est pendant les semaines qui ont précédé ce voyage,
j'ai commencé à prier au fait. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Je ne sais pas comment je vais réagir. Je ne sais pas. Et ce jour, je suis arrivée sur la tombe de ma mère. Ma réaction m'a étonnée. Pleurer, j'ai pleuré. Mais j'étais persuadée au fait que j'allais tomber. Mais je ne suis pas tombée. Je suis restée debout. Je suis restée debout. Je suis partie. J'ai regardé cette tombe. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fini mon séjour. Je suis partie. J'ai repris mon avion. Je suis revenue en Europe. Ça n'est suivi encore au moins 3-4 mois comme ça où les émotions sont revenues encore. Là, je sentais que ça luttait maintenant. C'était la fin. C'était la fin. C'était la bagarre. C'était la bagarre. C'était la bagarre à l'intérieur de moi. Maintenant, je me dis, elle est partie. Il faut que tu la laisses partir, au fait, Noélie. Tu ne peux plus rien faire. C'est fini. Donc, je me rappelle quand j'étais partie au pays, on me disait, oui, voilà, il y a ça de ta maman, il y a ce pain, il y a ça, ça. J'ai dit, vous voulez que je fasse quoi avec ça, en fait? Rien de tout ça ne va me la ramener. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse avec ça. À la limite, donnez-moi ces photos. Je vais garder ces photos. Mais les pagnes, les machins, tout ça, j'en ai pas besoin. Parce que ça ne va pas me la ramener, en fait. Ouais. Et quand je suis revenue ici, il a fallu maintenant que je prenne encore le temps d'évacuer, évacuer. Et là, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à marcher, j'ai commencé à me parler à moi-même, j'ai commencé à redéfinir un certain nombre de choses de ma vie. Parce que pendant très longtemps, au fait, je vous disais, au fait, que pour pouvoir me battre, avancer sur un certain nombre de choses dans ma vie, ma maman, au fait, était vraiment comment on appelle, le leitmotiv, au fait. Elle faisait partie vraiment de mes sources de motivation parce que je l'ai vue dans un certain nombre de situations. Je me dis, il fallait que je me batte pour changer sa vie. Mais maintenant, elle est partie. Il fallait que je change mon focus. Il fallait que je remette un certain nombre de choses en place dans ma propre vie. Alors, je me suis remise en route. Et c'est comme ça, c'est dans cette douleur-là au fait que je me suis assise, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Mon prochain livre, en fait, est un livre qui est dédié à ma mère, dans lequel, au fait, je parle de l'histoire de ma mère. Qui était cette femme? Quand vous me voyez beaucoup parler de la femme ceci, parce que cette femme, j'ai vu cette femme subir des choses. J'ai vu cette femme vivre des choses qui ont fait jusqu'à ce qu'elle rentre dans la tombe, en fait. Et je disais, maman, tu es partie, c'est vrai, mais je vais me battre pour que les femmes connaissent ton histoire, pour qu'elles ne répètent pas les mêmes erreurs que tu as fait, maman. Voilà l'une de mes sources de motivation que j'ai maintenant. C'était la reconstruction. Et la reconstruction, en fait, ça vient maintenant, ça accompagne, ça précède au fait de l'acceptation. Maman est partie. Maintenant, je peux le dire, maman est partie. Le 28 février dernier, ça faisait 2 ans. Et ce matin-là, je me suis réveillée et je me suis regardée. Et j'ai vu mes émotions. J'ai vu comment la journée s'est passée. Je me suis dit, waouh. Mais c'est parce que j'ai accepté de passer par toutes ces émotions avant. Ce qui fait que les souvenirs sont là. Mais la douleur, là, toutes ces douleurs-là qui étaient reliées au fait aux événements ne sont plus là. Elle est partie. J'aurais aimé que les choses se passent autrement. Mais j'ai accepté qu'elle est partie. Mais elle est partie que physiquement. Mais au travers d'un certain nombre de choses que je suis amenée à faire, elle sera là, en fait. Sa vie ne s'arrête pas que là. Sa vie va continuer dans mes livres. Sa vie, ça va continuer au fait dans un certain nombre de choses, dans les conférences, dans les choses que j'aurai à faire. Donc, quelque part, elle aurait vécu utile. Alors, merci pour tout ce qu'elle m'a donné. Et maintenant, on avance. Ce que je dis là, ça a l'air simple. Mais je vous assure que depuis 2000 jusqu'au moins à juillet 2021, ce n'était pas gagné en fait. C'était un travail qui s'est fait petit à petit. Et puis surtout, la capacité de faire face aux choses. Parce que souvent, qu'est-ce qui bloque le processus de guérison? C'est quand on refuse de regarder les choses. Ouais, quand on refuse de regarder les choses, de regarder ses émotions. Quand une personne vient de perdre en fait, un être cher, en fait, ne lui interdisez pas de pleurer. C'est stupide. La personne a besoin d'évacuer ses émotions. Ça n'a pas de sens. Il y a des moments pour le moment, la personne est d'abord en colère. Laissez la personne en fait exprimer sa colère d'une manière ou d'une autre.
Laissez en fait la personne sortir les choses à l'intérieur de lui ou d'elle. Et elle ira mieux après. Si vous le forcez à garder les choses à l'intérieur de lui, c'est là où les choses deviennent compliquées au fait. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se remettre d'un deuil parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne le savent pas. On n'en parle pas. Donc la personne est là. La personne est dans le déni ou la personne refoule. La personne met quelque part. Ce n'est pas parce que tu as mis quelque part que la chose n'existe pas. Parce que la preuve, chaque année, à la même période, à la même date, quand la date arrive, toi-même, tu sais déjà que ton humeur commence à changer. Ça veut dire que non, le deuil n'est pas encore fait. Le deuil prend du temps. Je ne veux pas te dire que non, ah non, tu sais, moi, le deuil, ça prend 6 mois. C'est faux. Ça dépend de chaque personne. L'essentiel est que tu traverses tes étapes selon toi-même, selon ta personne. L'essentiel est que tu sortes de là. Donc, ce n'est pas un sprint ou je ne sais pas quoi, il faut faire vite. Non. Prends le temps nécessaire, mais prends le temps. Il faut que tu regardes ces choses en face. Ça fait très mal. Ah, je vous assure, faire son deuil, ça fait... J'ai tellement pleuré. Vous me voyez, j'écrivais sur la page ici. La plupart du temps, j'étais en pleurs. Je pleurais. Mais en même temps, je pleurais. Mais il y avait des gens qui étaient là dont je devais m'occuper. Parce que pendant ce temps, je faisais les formations, je faisais les accompagnements, je faisais tout. Mais moi-même, j'étais en souffrance. J'étais en souffrance, une souffrance au fait pour laquelle personne ne peut m'aider à part moi-même. Je devais me battre pour sortir de là, en fait. Ce genre de situation, les gens peuvent être autour de toi, te parler à toi-même. Mais toi-même, tu dois franchir les étapes un à un et sortir de là. Et sortir de là. Les autres, ils ont juste des paroles à te donner. Ces paroles sont des... Ça apaise vite fait. Mais ça ne règle pas les choses en fond. Alors que moi, je savais que l'enfant en moi était en souffrance parce qu'elle a perdu sa mère. Mais la professionnelle en moi savait aussi que non, je devais affronter un certain nombre de choses, pas très plaisantes, pour pouvoir aller mieux. Donc souvent les gens qui me disent « Ah Nelly, tu sais, c'est facile à dire. Hein? » Tu ne sais pas par quoi je passe au fait. Tu n'as aucune idée de ce par quoi je passe. Parce que je parle rarement de ma vie déjà. Et souvent, avant de parler d'une chose, je m'assure au fait d'avoir déjà vaincu, remporté la victoire sur cette chose. C'est là où je viens d'en parler au fait. Alors, pendant tout ce temps, je suis restée là. Ce que j'enseignais, ce que je vous enseigne, je me l'applique d'abord à moi-même. Pour que mon enseignement soit vrai, pour que mon enseignement puisse toucher vos vies, je me dois d'abord de le vivre moi-même. Alors, c'est ce que j'ai fait. Ce que je vous dis, je me la suis appliquée à moi-même pendant tout ce processus de deuil. Je suis partie chercher des vidéos. Je suis partie chercher, au fait, des livres. J'ai acheté des livres. J'ai acheté des livres. Ce que je viens de t'enseigner aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai appris, au fait. C'est une personne qui s'est assise et qui l'a écrit dans un livre. Ça m'a aidé. Et je suis venue te le transmettre aujourd'hui parce que je crois que ça m'a sauvé la vie. Le fait d'aller chercher vite la connaissance par rapport à cela m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à gagner du temps. Ça m'a aidé à comprendre un certain nombre de choses et surtout à ne pas tomber dans un certain nombre de pièges, en fait. On doit guérir. Vous pouvez subir, au fait, les pertes à n'importe quel moment. Ça peut arriver à n'importe quel d'entre nous, en fait. Mais quand ça arrive, allez chercher la connaissance nécessaire pour vous sortir de là. Ne pensez pas que le temps va faire quelque chose. Le temps ne fait rien. Le temps ne fait rien. À moins que vous-même vous décidez de faire un certain nombre de choses pour aller mieux. L'allier dans le temps, le temps fait quoi? Quand tu travailles sur toi, ça prendra le temps qu'il faut. Voilà. Mais si tu ne fais rien pendant ce temps d'attente, rien ne bougera malheureusement. C'est ça. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pour une personne aujourd'hui qui se bat depuis des années au fait dans le processus de deuil. Perdre un enfant, perdre un parent, c'est une grande source de blessures intérieures. Et il y en a d'autres qui se remettent jamais. D'autres qui leur vie vous avez vu avec moi, il y a peut-être, je crois que c'est la semaine dernière, où il y a un monsieur en Sud-Afrique qui s'est suicidé. Il a laissé un courrier. Il se débattait déjà avec un certain nombre de choses dans sa vie. Et son père est mort. Alors là, ça a été la totale pour lui. Il ne l'a pas supporté. Il est parti se supprimer. Il s'est suicidé. Il a laissé une femme et 2 enfants, je crois, en fait. Beaucoup ne se remettent pas du deuil.
Les gens, on est tellement habitués au deuil maintenant que voilà, on pense que c'est quelque chose de simple. Non, les personnes qui sont au premier rang dans le deuil sont en souffrance. Faut pas croire, hein, beaucoup sont dans le déni, beaucoup occultent. Mais la chose est là, en fait. C'est à l'intérieur de vous. Vous pouvez faire semblant, mais vous savez, quand la date d'anniversaire de cette mort arrive, vous savez dans quel état vous êtes. Alors prenez le temps de vous soigner. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une ou deux questions. Parce que d'ici là, je dois sortir. Il faut que je sorte après. Quand je parle de questions, je parle par rapport à la vidéo d'aujourd'hui ou même à une autre, par rapport à une autre question, mais qui concerne mon domaine de travail. Une question qui me concerne moi, une question qui concerne la formation Choisir la vie. Comme je disais en début de vidéo, les inscriptions pour la formation Choisir la vie sont ouvertes. On a commencé depuis hier. Ceux qui se sont inscrits hier, au fait, on a eu un souci technique qui ont fait que les inscriptions n'ont pas été prises en compte. Donc, veuillez renouveler votre inscription dès aujourd'hui et assurez-vous d'avoir reçu un mail de confirmation de ma part. C'est vraiment, vraiment très, très, très important. Et pendant ces 2 mois, on va travailler. Pour ceux qui s'inscrivent, vous avez accès exceptionnellement, au fait, pour cette session. J'ouvre, en fait, 2 modules gratuitement, au fait, pour les personnes. Vous allez suivre les 2 modules gratuitement. Et après, si vous voulez continuer, au fait, ce sera payant par rapport aux autres modules qui restent. Et pendant 2 mois, on va pouvoir travailler ensemble pour que tu puisses guérir de tes blessures intérieures, pour que tu ailles mieux. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions? Oui, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Vous avez des questions? Donc là, aujourd'hui, j'ai parlé de... Les émotions, d'abord, c'est toi-même. Les émotions, si tu veux exprimer tes émotions, en fait, tu n'es pas obligé au fait d'aller enlever ça sur quelqu'un. Je te donne un exemple simple. Moi, je sais que quand je suis en colère, la plupart du temps, je ne parle pas. Parce que je sais que quand je vais parler, au fait, je vais mal parler. Je me tais d'abord, le temps de me calmer. Ou j'écris, ou je sors faire un tour. Vos émotions, vous n'avez pas besoin de transposer vos émotions sur les autres personnes. Vous devez apprendre à canaliser vos émotions vous-même. Apprendre déjà. Au fait, chaque émotion qui arrive, j'en parle au fait dans la masterclass des émotions qui revient bientôt. Chaque émotion qui arrive te dit quelque chose. Donc, tu n'as pas besoin d'enlever les émotions là au fait sur les autres. Tu es censé t'asseoir pour comprendre ce qui t'arrive. L'émotion là te dit quoi? Chaque émotion te dit quelque chose en fait. Et par moment, c'est en t'asseyant, en écrivant les choses que tu ressens, c'est là que tu vas te rendre compte de ce qui t'arrive. Par moment, au fait, c'est de sortir, t'aérer l'esprit, aller marcher, aller faire quelque chose d'autre. Le temps que tu te calmes, que tu redeviennes raisonnable au fait. Mais surtout, ne surtout pas enlever vos émotions sur les gens. Les gens ne sont pas vos éponges, les gens ne sont pas vos boucs émissaires en fait. Il faut apprendre à gérer ses émotions soi-même. Ah Maggie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai mis le lien pour l'inscription de la formation Choisir la vie. Je l'ai mis en haut dans la vidéo. Enfin, juste en haut dans la vidéo. Donc, n'hésitez pas, au fait, à vous inscrire. Ceux qui sont connectés, partagez la vidéo autour de vous pour que les personnes, au fait, qui ont besoin de cela, en bénéficient. Quand vous venez, que vous écoutez des choses ici qui vous font du bien, sachez au fait que ça peut faire du bien à une personne aussi quelque part. Donc, n'hésitez pas. Ou soit, vous avez honte qu'on dise que non, que vous suivez la dame là qui parle des sujets bizarres. Voilà un autre problème que nous avons aussi. Souvent, vous n'avez pas le courage nécessaire de partager au fait nos vidéos, nos écrits parce qu'on va se dire, ah toi tu suis la dame là qui parle de ces sujets bizarres là et tout. Donc vous n'osez pas au fait. Le regard des autres sur vous fait que vous n'osez pas faire les choses. Mais malheureusement, au fait, de la même manière que ce que nous disons ici, vous êtes, entre guillemets, vous sauve la vie, ça peut aider aussi une autre personne. Donc, voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres questions? L'année prochaine, là, ne recommencez plus vos histoires de panne du 8 mai, là. Je ne sais même pas qui a inventé ce truc, franchement. Ah, s'il n'y a pas d'autres questions, ben moi, je vais y aller. Il faut que je sorte là. Je dois sortir. Je dois sortir bientôt. Et puis d'autres questions? Sûrement que je vais revenir avant la fin du mois. Quand, je ne sais pas. Je vais revenir et on va parler de... Soit on va parler de l'absence des parents. Là, je ne parle pas du deuil, mais je parle de l'absence des parents qui sont en vie. Je parle des parents qui sont en vie, mais qui sont absents. Et de leurs répercussions au fait sur la vie des enfants. Il faut qu'on en parle. Voilà un autre sujet assez intéressant dont on doit parler. Et après, je ne sais plus. Mais là, pour l'instant, on va parler au fait de l'absence des parents. L'absence des parents. Quand on parle de l'absence, il ne faut pas croire, hein, l'absence, ce n'est pas que physique. L'absence peut être aussi émotionnelle. Le parent est là, mais il n'est pas là, en fait. C'est une grande source de blessures intérieures aussi, donc il faut qu'on en parle. En tout cas, merci beaucoup d'être passé me voir. Je vous ai pris au moins, je ne sais pas combien de minutes là. Merci d'être venu. Partagez la vidéo autour de vous. Continuez à partager ce qu'on fait. Et puis, on se voit bientôt. On se voit très. La question de Maggie, s'il te plaît. J'ai répondu à la question de Maggie. Je disais à Maggie que exprimer ses émotions, on n'est pas obligé d'enlever ses émotions sur les autres. Quand vous êtes en colère, je parle de moi, quand je suis en colère, je ne parle pas. Parce que je sais que je vais dire des bêtises. Je sors, je pars faire un tour. Ou j'écoute de la musique. Quand je suis plus calme, je reviens, je parle. Quand je suis triste, je sais que les autres n'ont rien à voir au fait avec mes émotions. Déjà, j'essaie de comprendre pourquoi je suis triste. Quand vous avez des émotions, quand vous ressentez des émotions, les émotions vous parlent. Alors prenez le temps d'abord de connaître le pourquoi de vos émotions au lieu de vouloir au fait les enlever sur d'autres personnes. Les autres n'ont rien à voir avec vos émotions. Prenez le temps de comprendre vos émotions. C'est l'une des choses que je traite pendant les masterclass que je fais sur la gestion des émotions, en fait, qui va revenir bientôt. On finit la formation Choisir la vie et la masterclass va revenir, en fait. Vos émotions, c'est vous et vous. C'est pas d'abord les autres. Apprenez à comprendre ce que vos émotions vous disent. Vos émotions vous parlent, mais souvent, vous ne comprenez pas ce qu'elles vous disent. Et ça, pour savoir ce que vos émotions vous disent, rendez-vous à la masterclass bientôt. Merci Evelyne, merci à toi aussi. Et puis, ok Ludovic, il n'y a pas de souci. Prenez soin de vous, passez une belle journée, bonne fin de semaine et puis rendez-vous sur la page. Allez, bye bye.